Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre, Jean Dorido. Drame de la route dont on a beaucoup parlé depuis hier. La mort d'Antoine Aleno, le fils du chef étoilé Yannick Aleno. Antoine, 24 ans, tué par un chauffard qui venait de voler une voiture. Délinquant multirécidiviste recherché pour purger une peine de prison et qui avait une alcoolémie positive. Une alcoolémie responsable d'environ 30% des morts sur les routes et de 55% si on prend les taux d'alcoolémie supérieurs à 1,5 g par litre de sang. Si on ajoute les 700 morts en raison d'une prise de stupéfiants d'un des conducteurs, ce qui fait 21%, on atteint la moitié des morts sur les routes qui meurent en raison de comportements qu'il faut bien qualifier de criminels. D'où notre premier débat. Faut-il envoyer aux assises les chauffards responsables d'accidents mortels sous l'emprise d'alcool et de drogue? Et vous êtes désormais 89,8% à dire oui. Avec nous, Maître Rémi Jossaume, avocat spécialiste du droit routier. Maître Jossaume, bonsoir. Bonsoir. On envoie aux assises des gens qui n'ont tué personne, par exemple pour des braquages. Ne devrait-on pas y envoyer ceux qui tuent de manière délibérée par leur comportement? Alors vous avez raison, on envoie aux assises les créateurs de fausses monnaies, par exemple. C'est ça. Et on n'envoie pas aux assises les délinquants routiers. Pourquoi? Parce que les délinquants routiers, comme je le dis, sont des personnes qui commettent des infractions non intentionnelles. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est la distinction entre le délit et le crime. C'est que le crime suppose une intention criminelle, une intention de faire quelque chose de mal, et notamment un acte volontaire. Et un délit routier, par définition, il est détaché de cette notion d'intentionnalité. C'est-à-dire que oui, la personne qui est alcoolisée a intentionnellement consommé de l'alcool. Oui, elle a intentionnellement pris des stupéfiants. Mais elle n'a pas souhaité tuer quelqu'un. Ou alors, elle est dans le cadre d'un homicide volontaire avec une arme qui est son véhicule. Donc, pour répondre à votre question, on ne tranchera pas cette question en basculant du délit au crime parce qu'on ne pourra jamais démontrer la volonté de tuer. Et dans l'exemple que vous avez pris, qui arrive malheureusement trop souvent. C'est 1000 morts par an, l'alcool sur les routes. C'est dramatique, bien évidemment. Le conducteur n'a jamais voulu l'accident. Il a concouru à l'accident, comme je le disais, parce qu'il a eu un comportement déviant. Mais il n'a pas voulu tuer, il n'a pas voulu l'accident, il n'a pas voulu tuer sa passagère. Donc dès lors qu'on ne peut pas prouver l'intentionnalité, on ne pourra jamais envoyer aux assises des délinquants de la route. Philippe Bilger. Je rejoins Maître Jossaume, mais peut-être par un autre chemin. Évidemment, imaginons sous votre contrôle, Maître. Hein, je ne suis plus du tout. Je n'ai jamais été un spécialiste de la délinquance routière, mais au plus indulgent, on pourrait considérer, ce serait absurde, que c'est un homicide involontaire. Au plus inquiétant, on pourrait dire que c'est une mise en danger de la vie d'autrui. Troisième élément, on pourrait aller jusqu'au plus extrême, dire que peut-être c'est des coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Mais j'ai bien conscience que les qualifications proposées sont sujettes à caution. Mais mon deuxième argument me semble plus pertinent. Je ne crois pas que ce soit une bonne méthode à chaque fois que nous sommes légitimement indignés par une tragédie routière ou autre, de n'imaginer comme remède que le passage à une autre juridiction qui, paraît-il, condamnerait plus lourdement, plus sévèrement. Ce que je souhaiterais, c'est que face à cette délinquance routière inspirée par l'alcool ou la drogue, eh bien les tribunaux aient les sanctions que elles méritent. Et donc, plutôt que de fuir en permanence dans une volonté de surenchère procédurale, j'aimerais plutôt qu'on s'assigne pour ambition de condamner à la hauteur de ce qui a été fait. Maître Rémi Jossaume. Alors, il faut quand même préciser que cette question-là, qui effectivement est récurrente, elle se pose de nouveau à cause de cette tragédie, elle a été tranchée par la Cour de cassation en 2014, où la Cour de cassation a justement appliqué la loi en expliquant qu'il n'y avait pas d'intentionnalité démontrée. De lors, on n'était pas en matière criminelle, mais en matière délictuelle. Après, vous savez, c'est toujours le même débat. Prenons l'exemple des viols. Il y a une fâcheuse tendance, malheureuse, me semble-t-il, de requalifier souvent les viols qui sont criminels
en délictuel, en agression sexuelle. Et pourquoi le fait-on? Alors que l'acte en lui-même est un viol. Pour des raisons souvent liées au fait que la justice correctionnelle va plus vite, elle coûte moins cher, et que parfois les peines prononcées réellement par des juges professionnels sont plus sévères que celles des jurés populaires. Et donc, comme le rappelle très judicieusement monsieur l'avocat général, encore faut-il appliquer les peines. Aujourd'hui, savez-vous que l'on peut interdire à vie un conducteur de conduire un véhicule? Oui. Personne ne le sait. Si le retrait de permis à vie existe. À vie, il existe, mais vous pourrez interroger tous les spécialistes, personne ne le sait, ça n'a jamais été prononcé. Eh bien, nous pourrions effectivement nous assurer de l'effectivité des peines dès lors que l'on a des comportements comme ceux-ci qui sont particulièrement déviants, et j'en disconviens pas, alcool, drogue, vitesse. Manifestement, on concourt à la réalisation de l'accident. C'était inévitable, bien évidemment. Mais peut-être que si l'on appliquait une peine de prison, par exemple de 5, de 7 ans, voire de 10 ans, le maximum en cours en matière délictuelle, je pense qu'on pourrait en faire réfléchir plus d'un. Maintenant, j'ai envie de vous dire, pour reprendre la mauvaise formule, on a quasiment tout essayé en matière d'accidents et de délinquance routière. On confisque les véhicules, on interdit de conduire, on met des éthylotestes anti-démarrage, on emprisonne dans certains cas. Faut pas croire que le délinquant routier n'est pas emprisonné. J'en ai des clients qui malheureusement vont faire 1 an, 2 ou 3 ans de prison parce qu'ils ont eu des comportements inadaptés. Donc, il faut avoir une approche aussi pratique des choses, c'est-à-dire que il faut des justes peines, et notamment pour les multirécidivistes. Caroline Pilastre. Comme la majorité de nos auditeurs, je réponds également oui à ce sondage. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'au fur et à mesure du temps, rien n'y fait. Je vais vous donner mon exemple sans trop rentrer dans les détails. Ce drame familial, je l'ai vécu il y a 20 ans et ça détruit des familles. Clairement, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est la réalité. On se dit qu'en termes de sensibilisation, rien ne prend. Les générations passent et pourtant, on n'arrive pas à comprendre qu'il faut être responsable au volant. Et quand vous êtes dans votre voiture, vous n'êtes pas dans votre salon. Alors en plus, si vous prenez des produits stupéfiants, ça ne fait qu'aggraver la situation. Mais justement, vous avez expliqué qu'il y a une sorte d'impunité. Que faudrait-il faire au niveau gouvernemental pour que, je pense surtout aux jeunes, arrivent à comprendre à quel point la voiture est un danger? Alors, Maître Jousseaume. Oui, vous avez dit des choses parfaitement exactes. Quelles seraient les pistes de réforme? Je pense qu'on a totalement délaissé cette délinquance qui est la délinquance la plus importante en matière pénale. Pour beaucoup, le droit routier, la délinquance routière, c'est du petit contentieux. Simplement, ça vient dans les tribunaux de manière majoritaire. Aujourd'hui, on a des audiences complètes en matière de délinquance routière. Et il faudrait une police spécialisée de la route. Aujourd'hui, elle n'existe plus. On a mis des radars automatiques, on a robotisé la répression. Il faudrait des juges spécialisés, des tribunaux spécialisés et certainement des centres pénitentiaires dédiés à la délinquance routière pour qu'il y ait des peines, peut-être de 15 jours, peut-être d'1 mois, peut-être de 3 mois, qui viennent effectivement faire réfléchir le délinquant routier. Alors par contre, attention, le délinquant routier, lui, il connaît la certitude de la sanction. Vous passez devant un radar, vous avez votre PV. Ah oui. Il n'y a pas de doute. Et on en parlait dans une émission auto, une des émissions auto de Sud Radio avec Laurence Perrault et Jean-Luc Moreau. On parle auto. 58% des contraventions au radar, c'est moins de 5 km de vitesse, ce qui est hallucinant. Mais bien évidemment, aujourd'hui, figurez-vous que vous avez une certitude absolue de payer votre PV de radar automatique. Par contre, pour un délinquant alcoolisé ou sous stup, l'exécution de la peine, parfois, n'intervient pas. Et c'est tout le système judiciaire, effectivement, qui pose difficulté. Donc, peut-être que ce sont des pistes de réflexion, mais comme je l'ai dit, si on ne passe pas par la case emprisonnement, certains ne comprendront jamais parce que ils se comportent sur la route comme ils se comportent dans la vie de tous les jours. Et ces gens-là, ils sont peut-être, malheureusement, il faut le dire, irrécupérables. Jean Dorido. Écoutez, je trouve ça évidemment comme toujours passionnant. J'aimerais commencer par mettre le doigt sur un vrai problème en France, c'est vraiment le manque abyssal d'éducation à la justice. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui être en France bachelier, faire des études supérieures, voire très supérieures, et ne rien connaître du fonctionnement de la justice, même les différences entre justement les assises et une cour correctionnelle, c'est entre un crime et un délit, ça n'est pas très net. Et typiquement, quand j'entends Philippe Bilger parler d'hypothèse de justement pourquoi pas envisager une accusation de mise en danger de la vie d'autrui, de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ou alors d'homicide involontaire,
il me semble comprendre que ça, c'est du crime. Ça veut dire les assises. Toutefois, vous voyez, ça n'est même pas forcément très net dans mon esprit. Si c'est le cas, il me semble qu'effectivement, typiquement, la qualification des faits en mise en danger de la vie d'autrui, ça me semble en l'occurrence sur le cas de ce drame tragique de dimanche soir, parce que il était 23h20 quand le jeune Aléno a été percuté par un type manifestement ivre-mort qui venait de voler une grosse cylindrée. Mettre ce gars-là présumé innocent pour le moment aux assises, sous vraiment une mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui, ça me semblerait juste. Puisqu'on parle de justice, je trouve c'est assez révoltant de voir que ces gens-là ne sont pas portés. Vous avez très très bien pris l'exemple du viol, qui aujourd'hui est un crime. Il fut un temps où justement c'était un délit. Aujourd'hui, le viol c'est un crime. C'est qualifié, c'est très clair, c'est violence, contrainte, menace, surprise. Il y a effectivement cette tendance à la correctionnalisation du viol pour les faits que vous avez très bien rappelé à l'instant, maître. Toutefois, la justice, ça se change. Il fut un temps pas si lointain où l'alcool, le taux d'alcoolémie pour des coups et blessures, c'était une circonstance atténuante. Le type frappait sa femme, il la tuait, il la rouait de coups, on disait oui mais il était ivre, c'est moins grave. Aujourd'hui, Dieu merci, ça a changé. Et il me semble que, bien sûr, je vous rejoins, maître, quand vous parlez de la suppression du permis à vie, etc. Toutefois, les chiffres quand même sont têtus. Le nombre de conducteurs sans permis explose. C'est un truc de dingue parce que les normes sociales sont moins vivaces qu'avant, parce que l'autocontrôle est de moins en moins vivace aussi. Et donc, il me semblerait juste, en l'occurrence, pour le cas de ce jeune Aléno qui est mort de façon absolument révoltante, de mettre en examen ce chauffard présumé innocent pour mise en danger de la vie d'autrui, ça me semblerait vraiment complètement juste. Alors, sans être trop technique, mais la mise en danger de la vie d'autrui reste une infraction délictuelle. Elle n'est pas une infraction criminelle. D'accord, ça n'est pas criminel. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il faut que la justice ait aussi les moyens d'absorber ce contentieux, ce nouveau contentieux criminel. Aujourd'hui, vous avez des délais d'attente extrêmement longs et beaucoup trop longs en matière criminelle. Les juges d'instruction sont complètement débordés. Si on intègre la délinquance routière, on aura aussi ce problème et ce fléau du délai. Il m'arrive de plaider sur des homicides involontaires. Ce sont les audiences les plus compliquées. C'est criminel, homicide involontaire? Non, homicide involontaire, ça reste du délit. Ça reste délit. Et je vais vous faire une confidence. Je sors d'une audience cet après-midi d'homicide involontaire avec 2 circonstances aggravantes. Je défendais donc l'auteur de cette infraction. Ce sont des audiences pesante. Quand vous avez une famille de victimes qui est dans la salle d'audience et qui évidemment vient exprimer son désarroi, c'est extrêmement déstabilisant. Pardon, maître, la peine encourue pour un homicide involontaire avec circonstances aggravantes? Ça dépend du nombre de circonstances, mais c'est 7 ou 10 ans. Et en pratique, pour un primo-délinquant, s'il est condamné à 3 ans ferme, c'est une peine très sévère. Ah oui, effectivement. Le sujet fait beaucoup réagir, évidemment. Il y a beaucoup d'émotions depuis qu'on a appris cette terrible nouvelle. On prend la direction de Marseille. Bonsoir, Robert. Bonsoir Philippe, et bonsoir à vos invités. Bonsoir, Robert. Écoutez, moi je suis d'accord avec le sondage et je suis d'accord avec Maître Jossome et tous les vraies voix, comme Maître Gilbert, Bilger, Caroline et notre petit Jean ont résumé en somme toute la question. Moi je suis scandalisé chaque fois que je regarde des fois des comptes rendus de procès ou que je vois avec les personnes qui ont tué un enfant. On leur supprime pas le permis, quelquefois. C'est très rare quand on leur supprime leur permis, mais définitivement. Pour moi, c'est permis définitif, confiscation de véhicules, interdiction d'en acheter un autre. Moi, c'est ça, c'est... Moi, je suis vraiment scandalisé. Moi, des fois, je n'arrive pas à trouver les mots pour comprendre quand une personne prend une voiture qui est censée être une arme, qui est, disons, alcoolisée, et qui le sait qu'il est alcoolisé, et qui prend en plus du cannabis, et qui sait que cannabis plus alcool, c'est doublé. Cocktail explosif. Voilà, c'est un cocktail explosif.
et ils arrivent au tribunal, eh ben, les sanctions ne sont pas à la hauteur. Hein. Alors merci beaucoup Robert de Marseille, on va faire réagir Maître Rémi Jossom. Les sanctions sont pas à la hauteur. Vous disiez 3 ans quand on a tué quelqu'un, alors que parfois on a bu beaucoup, on a fumé beaucoup, ou même d'autres drogues. Il y en a c'est sous cocaïne, il faut quand même dire appeler un chat un chat. On sait ce qu'on fait quand même quand on prend le volant après. Je suis d'accord avec vous, je ne vais pas vous dire le contraire, et on pourrait effectivement envisager de modifier les contours de la loi pour que, comme je vous le disais tout à l'heure, les faits qui, eux, sont volontaires, à savoir le fait de prendre de l'alcool, le fait de fumer du cannabis ou de prendre de la cocaïne, et qui sont à l'origine d'un accident de la route, puissent caractériser un crime avec évidemment l'absence d'intention démontrée, car je le répète, hein, la pierre angulaire de cette différence, c'est l'intentionnalité. Et on ne pourra jamais démontrer l'intentionnalité, sauf à démontrer que, par exemple... Il avait mis un contrat sur quelqu'un qui le renverse délibérément. Et qu'il a utilisé sa voiture comme une arme, comme il aurait utilisé un fusil de chasse. Jean Dorido et Caroline Pilastre courent. Non, pardon, parce que sur l'intentionnalité, j'ai en mémoire un fait divers, justement, quelqu'un qui était condamné pour viol par surprise. Je regrette, il n'a pas été démontré que l'intention du type qui a été condamné, c'était de violer la fille et de la traumatiser. C'était un vieux monsieur qui se faisait passer pour un Adonis sur les réseaux sociaux, et il a pris de mémoire 7 ans de prison, donc ça a été vraiment les assises pour viol par surprise. Donc si vous voulez, cette question de intentionnalité me semble discutable pour le béotien que je suis sur le sujet. Et puis, pardon, je reviens sur ce que disait Philippe David tout à l'heure. Quand je vous entends, maître, et je crois à vos propos, bien sûr, que dans les faits, 3 ans de prison pour un homicide involontaire, c'est lourd. C'est vrai, oui, je trouve ça complètement dégoûtant. Je ne peux pas ne pas le dire. J'ai confiance en la justice et en même temps, et Dieu sait que je ne veux pas soutenir les trafiquants de stupes, mais quand on voit que trafic de stupéfiants ou attaque à main armée, je ne veux surtout pas encourager les braquages, mais le type ne tue personne. Il va se prendre 20 ans de cabane, et là on a des types complètement alcoolisés, de la viande saoule, qui tuent des gens, et ils font 3 ans de prison. Toutes les infractions et les crimes contre l'État, contre la nation, sont évidemment très sévèrement sanctionnés. La fausse monnaie, c'est 30 ans. Mais c'est ce que je vous dis. Mais c'est ça fait genre un 2 poids 2 mesures. Et même si de prime abord, ça n'est pas un acte prémédité, ça reste un meurtre, ça reste un crime. Et je pense que les mots ont un sens, la rhétorique a un sens. Et justement, il faudrait peut-être changer ça, parce que quand on parle de délit, c'est aussi voler un objet ou de l'alimentation dans un centre commercial. Donc, ça peut pas être au même niveau que de voler la vie de quelqu'un et de briser toute une famille. Et peut-être que si on revenait justement sur tous ces éléments de langage, ça pourrait faire prendre conscience à certains, bien sûr, et pas à tous, de la gravité des faits. Merci beaucoup. Le mot de la fin, Maître Jossom ? Non, mais je partage la nécessité de faire évoluer la réglementation. Je pense qu'elle est nécessaire et qu'il y a un vrai travail aussi des pouvoirs publics qui ont axé leur politique, comme on le dit souvent, sur le répressif automatisé et qui ont malheureusement souvent un peu levé le pied, l'expression un peu malheureuse, mais sur toutes les autres infractions extrêmement graves, sur la sensibilisation, alcool, stup, conduite sans permis et très gros excès de vitesse. On est entièrement d'accord. Je veux vous dire que j'ai dû faire pas loin de 2 millions de kilomètres dans ma vie. J'ai soufflé 3 fois dans un ballon, ce qui fait quand même... Alors, j'ai 3 fois négatif, hein, mais je trouve que c'est quand même extrêmement peu. Oui, c'est le cas de le dire. Verdict sur Twitter. Faut-il envoyer aux assises les chauffards responsables d'accidents mortels sous l'emprise d'alcool et de drogue? Vous êtes 89,4% à dire oui. Merci beaucoup, Maître Rémi Jossom. Plus je parle, plus ça monte. C'est ça, avocat spécialiste du droit routier. On va voir un sujet beaucoup plus léger. Tout de suite, c'est la chronique de Philippe Rossi.